Bonsoir. Bonsoir, Rav Yitzhak Raviv. Bonsoir à tous. Ce soir, vous avez suite à la. Attendez, je vois que votre micro, il n'a pas été désactivé. Appuyez pour le micro, enlevez Voilà, maintenant voilà. tout le monde peut m'entendre. Voilà, bonsoir. Donc ce On va soir, s'entendre. l'émission de ce soir va être consacrée au Shlom Bayit. On sait que malheureusement, dans cette situation de confinement, beaucoup de personnes m'ont contacté, m'ont dit qu'ils souffraient de Shlom Bayit. Donc, je sais qu'il n'y a pas Il y a un petit problème technique. parlé de ça. Bonjour, Raviv. Oui, je n'ai pas entendu ce que tu as dit là. Il y a un petit problème Voilà, là, on technique. vous entend bien. J'ai dit, confinement souffre énormément de problèmes de Shalom Bayit puisque les gens ils sont enfermés chez eux. Donc, ils m'ont demandé de trouver un rave pour parler de ça. Et comme je sais que vous, Baruch Hashem, avec Ora Bayit, vous faites des miracles. Donc, je n'ai pas trouvé mieux que vous pour venir nous parler de ça, nous parler des Shlom Bayit. S'il y en a qui ont des questions, je vais regarder en même temps Facebook en même temps. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser et on les posera au Rav. Donc, bonjour Rav Yitzhak Raviv. Ben, parlez-nous un peu comment on peut renforcer le Shlom Bayit quand on est toute la journée à la maison. On sait que quand il y a toute la journée l'homme et la femme à la maison et en plus les enfants, ça met une tension à la maison des fois qui est très très compliquée à gérer. Oui, alors d'abord au sujet des miracles de Or Habayit, c'est d'abord grâce à Kadosh Baruch Hu, qui aide toujours, mais il aide ceux qui veulent se faire aider. C'est-à-dire que le miracle, il est certes envoyé, béni, proposé par Akadosh Baruch Hu. Mais s'il n'y avait pas l'intervention du couple lui-même, de la famille elle-même, qui veut faire ce travail, d'abord de prendre conseil, il est important de prendre conseil lorsque on a conscience de l'importance de son statut. Vous voyez, un Premier ministre, un président de la République, un Rosh Memshala, comme on dit ici en Israël, si c'est le public israélien qui m'entend, prend toujours des conseillers. Il y a des conseillers pour le Rosh Memshala, il y a aussi des conseillers pour le Ramatkal, le chef d'état-major. Pourtant, c'est un bon soldat. On ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'est être soldat. Et pourtant, eh bien, il prend des conseillers. Par contre, le simple soldat, lui, ne prend pas de conseiller, tout simplement parce qu'il n'a pas à considérer son statut ou son poste ou sa vocation comme quelque chose de supérieur à la vocation de la majorité de la population. Lorsque dans la famille, on considère son statut de famille juive, sa vocation de fonder un foyer, d'apporter la lumière, d'apporter la trouma qu'une famille juive apporte au peuple juif, à Kadosh Baruch Hu, lorsque on considère cette vocation comme quelque chose de supérieur, comme quelque chose d'extrêmement important, alors on prend conseil, même lorsque ça va, et même lorsque ça va très bien, eh bien, il est bon d'avoir des conseillers. Donc, les miracles, ce n'est pas nous, c'est avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, les familles qui prennent conseil chez nous ou qui s'appuient sur les choses qu'on révèle à travers nos consultations pour arriver à quelque chose de fantastique qui s'appelle le shalom, en fait, à Kadosh Baruch Hu
désire ce shalom parce que, comme il sera dit à la fin du Talmud, il n'y a pas de keli, de réceptacle, d'ustensile qui peut recevoir la bénédiction divine, le flux de bénédiction, le flux de lumière divine, si ce n'est le shalom. Et la Torah a été donnée dans le monde pour faire le shalom à travers toutes les conditions, tous les paramètres qui sont ceux qui sont notre présent et ceux dans chaque génération. Alors, le confinement, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être un problème, mais il est à remarquer que dans de nombreux cas, c'est exactement le contraire. C'est un facteur de shalom, c'est un facteur de progrès, c'est un facteur, en fait, si on veut regarder les choses en face, c'est un facteur de remise en question. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les familles chez qui, avant le confinement, eh bien, régnait une atmosphère où le couple était porté sur un vecteur qui amenait cette bénédiction du shalom dans le foyer, eh bien, au contraire, il se renforce grâce au confinement. Et ça, c'est vrai dans le couple, mais c'est vrai aussi dans la famille, avec les enfants. Et en général, lorsqu'il y avait des problèmes auparavant, eh bien oui, c'est vrai que ces problèmes vont être révélés, vont être augmentés à cause du confinement. En fait, le confinement, c'est un révélateur d'une situation qui existait auparavant, mais que soit les données de la vie ne nous avaient pas donné le temps, l'occasion de révéler, de comprendre ou de gérer, soit que on avait des préoccupations qui nous permettaient de balayer ces problèmes, de balayer ce désordre qui régnait dans notre famille sous les tapis et que, eh bien, le temps passait et on ne s'en apercevait pas. Et vient Akadosh Baruch Hu tout bouleverser avec ce confinement. Et c'est un révélateur qui remet en question les choses. Et en fait, dans ce sens-là, c'est extrêmement positif. Parce qu'un vieux problème qui avait été enterré et qui passait sous silence, mais qui pouvait certainement avoir des répercussions sur plusieurs générations parce qu'on ne s'en était pas occupé, peut, grâce au confinement, au contraire, éclater, mais avec une possibilité de justement être réparé parce qu'on a bouleversé les données ne sont plus les mêmes et donc on a une possibilité de changer la façon de voir les choses, la façon de se comporter envers les autres, la façon de comprendre l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, éviter des problèmes qui se seraient répertoriés sur plusieurs générations. Donc, dans un certain sens, on peut trouver quelque chose d'extrêmement positif dans ce confinement. Je ne parle pas du virus, je parle des données du confinement. En général, lorsqu'on parle de ce côté positif qui est de la remise en question, il faut bien savoir une chose. C'est que si je pense toujours de la même manière, je m'adresse toujours aux autres de la même manière, je me comporte toujours de la même manière,
eh bien, j'obtiendrai toujours les mêmes résultats. Donc, en fait, si je veux changer les résultats, et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie, mais en particulier dans le domaine du couple et du shalom dans la famille, dans le domaine de l'éducation des enfants, dans le domaine de mes rapports avec les membres de ma famille. Si je veux changer quelque chose, il faut que je sois conscient que pour changer les résultats, il sera nécessaire de changer la façon dont je vois les choses, dont j'interprète les choses et dont je me comporte en fonction des réactions des autres et dont je réagis moi-même en fonction de ce que les autres me disent ou me font paraître ou me proposent ou m'imposent. Si je veux changer le résultat, je dois changer ce qui est en amont du résultat. Or, le confinement, étant donné qu'il bouleverse les données, les paramètres de l'habitude, il est une opportunité pour nous de changer donc ce qui était en amont des résultats et donc du fait d'avoir de nouveaux résultats satisfaisants tels qu'on le souhaite, à condition bien sûr qu'on sache dans quel sens changer les choses. Est-ce qu'il y a une question particulière à laquelle je dois répondre ou on va aborder le sujet d'une manière générale? Arav Laloum, est-ce que vous avez quelque chose de particulier dans les questions des auditeurs ou alors on parle d'une manière générale? Bon, je vois que je n'ai pas de réponse. Alors, on va continuer. J'espère que sur le plan de la technologie, vous êtes toujours en ligne et vous m'entendez et me voyez. Petit peu. Allô? Oui? Bon. Je n'entends pas, mais enfin, je continue. En général, d'une manière générale, puisqu'on n'a pas d'appel sur des problèmes particuliers. La vie dans le couple et dans la famille, les données de la vie telles qu'elles étaient avant le confinement, nous avaient mis dans un système d'habitude qui nous permettait d'avoir certaines réactions qu'on pouvait gérer, même si, dont on pouvait gérer les résultats, plus ou moins, même si les résultats n'étaient pas optimaux, mais même si les résultats étaient en fait négatifs, voire même catastrophiques, étant donné qu'on était dans un contexte où on avait l'habitude de pouvoir survivre à ce genre de résultats, eh bien, on laissait les choses se faire. Vous connaissez la blague de ce cow-boy qui était sur son cheval en train de ramener ses vaches et il voit son copain cow-boy qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Oh, ne m'en parle pas, toute la journée, je suis éreinté à la fin de la journée, toute la journée, je cours pour ramasser mes vaches pour ramener le troupeau. » Il lui dit, alors son copain lui dit « Mais qu'est-ce que tu as à courir toute la journée? Tu as qu'à faire un enclos autour de ton champ et tu ramasses toutes tes vaches et puis tu fermes l'enclos, tu mets une barrière et les vaches ne pourront pas s'échapper, tu n'auras pas toute la journée à courir après les vaches. » Et le cow-boy de dire « Oui, mais c'est bien beau, tu crois que je ne savais pas? Je ne savais pas que si je mettais une barrière, un enclos autour de mon champ, les vaches ne seraient pas sorties dans tous les sens et je n'aurais pas à aller chercher toute la journée. » Alors il lui dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas fait si tu le savais ?» Il dit « Mais je n'ai pas le temps. »
Il dit, mais pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que je dois courir après mes vaches toute la journée. Alors, c'est un peu ce qui se passe dans certaines familles qui, lorsqu'ils se retrouvent tous dans l'enclos, alors à ce moment-là, ça pose problème. Lorsqu'ils se retrouvent tous confinés à la maison, ça pose problème. C'était des problèmes, c'était des données, des problèmes qui existaient auparavant, mais on ne s'en était pas occupé parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper ou parce qu'on avait une vie qui nous permettait de survivre malgré ces problèmes, bien qu'on savait que finalement ces problèmes finirait par être catastrophique à la fin des temps. Si ce n'était pas cette génération, ça sera la prochaine génération et la génération d'après, parce que lorsqu'il y a un problème dans le couple, eh bien, il faut bien savoir que les premiers à en subir les blessures et les réactions, ce sont les enfants. Alors, si ce sont des réactions qui sont parfois voyantes et exubérantes, et je parle des enfants qu'on voit tourner mal. Alors, on peut dire il y a peut-être quelque chose à faire, mais quand c'est dans le subconscient et que ça ne ressort pas tout de suite, ça sortira lorsqu'ils seront adultes ou ça sortira de la génération d'après, là, alors on en perd toute la maîtrise. Alors, de toute façon, c'était des choses qu'il fallait résoudre, mais on ne les avait pas résolues parce qu'on pensait soit ne pas avoir le temps, soit qu'il était possible de balayer la poussière sous le tapis et que jamais la poussière ne ressortirait du tapis. Ou si elle ressortirait, elle sortirait bien plus tard et on n'avait pas conscience du mal, du dommage qu'on faisait. Alors maintenant, avec... il y a quelqu'un qui pose une question. Comment enlever cette poussière? Comment gérer cette situation? Ça veut dire quoi faire quand il y a un système de tension et tout ce qu'il y a? Comment faire pour gérer cette tension-là? Bon, alors je vais répondre d'une manière générale, bien que il faut bien comprendre que chaque cas est particulier. Chaque famille, chaque couple a ses règles, sa danse particulière qui lui est propre. Et donc, la hadracha qu'on pourrait leur donner, les conseils qu'on pourrait leur donner, l'aide qu'on pourrait, l'appui, le soutien, l'accompagnement variera d'un couple à l'autre parce que vraiment, il y a des choses qui sont très différentes d'une famille à l'autre. Mais il y a des points communs, des généralités qu'il est bon d'aborder. On va les aborder ici puisque je ne sais pas de quelle famille il s'agit, mais chaque famille doit bien comprendre que ces généralités ne peuvent être comprises et utilisées que si elles sont adaptées à leur cadre particulier, à leur monde intérieur particulier, au monde systémique intime de la famille elle-même. Et pour ça, il faut étudier la famille. Donc, il faut que la famille prenne contact avec une personne professionnelle dans ce cas-là et qu'elle puisse cette personne adapter. C'est ce que nous, on fait au Mahon Or Habayit. Les choses générales, en vérité, tout le monde les connaît. Il est bon de les répéter. Il est bon de les éclairer. Mais si elles ne sont pas adaptées à la vie de chacun, eh bien, l'utilité est bien moindre, voire parfois complètement inutile, surtout si, lorsqu'on donne des conseils, on dit « Ah oui, c'est l'autre qui aurait dû faire ça ». Lorsqu'on dit « Il faut écouter », eh bien, on dit « Ah oui, c'est l'autre qui aurait dû m'écouter ». En fait, il est bon de parler de manière générale, mais ça n'est véritablement utile que lorsque ces généralités sont adaptées à la particularité, à la singularité de chaque famille. Alors, d'une manière générale, puisqu'on peut ici, on ne sait pas de quelle famille il s'agit,
il faut bien comprendre une chose. En confinement, comme en dehors du confinement, mais en confinement à plus forte raison, puisque c'est un révélateur, c'est un concentré des problèmes finalement, ce confinement. Eh bien, la clé du mystère et la clé de l'harmonie dans le foyer, c'est ce que dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, on appelle le Kesher, le Yesod. Qu'est-ce que le Yesod? C'est le fondement, c'est le noyau du couple, c'est le noyau de cette merveilleuse structure qu'Akadosh Baruch Hu a voulu à son image et qui s'appelle le couple juif. Pourquoi je dis a voulu à son image? Parce que Chazal nous disent que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mefarshim qui expliquent d'une manière ou d'une autre, mais il faut savoir que certains maîtres du Talmud et du Midrash et de la Kabbale nous ont enseigné que cette image-là dont Dieu parlait lorsqu'il disait « créant l'homme à notre image », c'était l'image du couple. Et d'ailleurs, dans un Midrash, un fameux Midrash, et où le Midrash veut commenter le verset qui dit « Lotov eyot Adam levado », il n'est pas bon que l'homme soit seul, Naaselo ezer kenegdo, on va lui faire une aide à son côté, et alors c'est la création de Chava à partir de Adam Arishon. Eh bien les sages ont demandé à leur maître que veut dire Naasé, à qui il parlait. Alors, oui, c'est vrai que le maître avait enseigné que c'était une façon de parler, que c'était évident qu'il ne parlait qu'à lui-même, puisque après il est écrit que Dieu a créé, il n'y a pas écrit ils ont créé, il y a écrit bara et Adam, il a créé l'homme, donc c'est au singulier. Mais les élèves ne sont pas dupes, ils disent, mais maître, ça vous pouvez le raconter à ceux qui croient à l'idolâtrie, mais à nous, pourquoi Dieu a dit Naasé? À qui il parlait lorsqu'il dit faisons au pluriel, faisons l'autre à notre image, pas à mon image, à notre image. Betsalmenu kidmotenu, selon notre ressemblance à notre image. Eh bien, il parlait du couple juif. Parce qu'Akadosh Baruch Hu et les âmes d'Israël, Akadosh Baruch Hu et le peuple juif forment un couple. Un couple qui se séparera à l'image d'Adam Arishon qui s'est séparé de Chava, que Dieu a séparé de Chava pour l'unir avec lui. Eh bien, Akadosh Baruch Hu se sépare des âmes d'Israël pour les envoyer dans ce monde-là afin de s'unir avec nous sur le mont Sinaï par le don de la Torah et de consommer ce mariage lors de l'arrivée de Mashiach dans le Beth Amikdash. Donc, à notre image, c'est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est une vocation universelle. Ce n'est pas simplement se marier, c'est recréer l'image du divin. C'est ça le couple juif. Alors évidemment, pour y arriver, il faut une purification spéciale. Eh bien, cette purification, elle vient de ce point central, de ce noyau central qui s'appelle le Yesod, le fondement de tous les fondements, qui est le lien entre le mari et la femme, le lien entre les époux et leurs enfants, le lien entre les familles, le lien dans le peuple juif entre toutes les familles et toutes les tendances du peuple juif, ce qu'on appelle le Hardout Israël. Alors, ce lien, c'est quoi d'une manière concrète? Alors, c'est beau, c'est en théorie, c'est magnifique, mais sur le plan du concret de la vie de tous les jours, c'est quoi ce lien? Ce lien, eh bien, c'est lorsque je veux m'adresser à l'autre, lorsque j'entends l'autre qui s'adresse à moi, lorsque je suis en communication avec l'autre, que ce soit
une communication verbale, que ce soit une communication non verbale. Et communication non verbale, c'est toute la vie du confinement. Je suis avec l'autre, automatiquement, je me communie avec lui, je communique avec lui. S'il n'y a pas ce mouvement, ce vecteur de vouloir être en lien avec l'autre, de vouloir comprendre l'autre, de vouloir rentrer dans l'intention de l'autre, de vouloir saisir le besoin de l'autre dans la façon dont il agit, dans la façon dont il parle, dans la façon dont il écrit ses besoins, que ce soit par une gestuelle, que ce soit par une passivité même. Eh bien, si je ne suis pas en lien avec l'autre, eh bien, je ne peux pas construire quelque chose de concret et de durable. Alors, c'est vrai dans la communication non verbale, mais c'est vrai aussi dans la gestuelle et c'est vrai aussi dans la communication verbale, dans la façon de parler. Souvent, on parle, mais il n'y a pas de communication. Communication, ça veut dire qu'il y a un récepteur, il y a un émetteur et puis il y a un lien entre le récepteur et l'émetteur. S'il n'y a pas de lien, eh bien, ce sont deux entités qui vont faire semblant de communiquer, mais qui se communiqueront avec rien, même pas avec eux-mêmes. Vous voyez, lorsqu'il y a un débat télévisé entre deux présidents ou deux personnes qui se présentent à la présidence de la République, par exemple. Je ne sais pas moi, Macron et je ne sais pas qui c'était l'autre. Eh bien, chacun va parler à son public, mais ils ne vont pas se parler entre eux. Il n'y aura pas de véritable dialogue dans ce sens qu'il n'y aura pas de lien entre l'un et l'autre. Chacun veut vaincre l'autre, chacun veut dire sa vérité, chacun veut convaincre qu'il a raison et qu'il faut être pour lui. Jamais on verra à la fin du match, à la fin du dialogue télévisé, du débat télévisé, qu'il y en ait un qui dit « Ah oui, mais c'est toi qui as raison, après tout, je vais voter pour toi, je vais faire voter tous mes amis pour toi. » On ne verra jamais cette chose-là, on ne verra même pas une approche de cette chose-là qui aurait pu être. Il aurait pu être qu'un dise à l'autre « Eh bien, je reconnais que tu es une personne fantastique, que tu es une personne formidable, que tu as de grandes qualités et que tu as compris certains problèmes d'une manière, mais la stratégie que tu emploies me paraît défectueuse ou me dérange. » À ce moment-là, oui, il pourrait y avoir une paix sociale, il pourrait y avoir un genre de Géoula dans la politique. Et si c'est vrai en politique, c'est vrai aussi dans le couple. C'est vrai aussi dans le couple. Lorsque chacun veut montrer à l'autre ou veut se prouver qu'il a raison, eh bien, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Il y a un cri poussé vers les murs, vers les nuages, pour dire notre vérité. L'autre aussi va pousser son cri vers les nuages pour dire sa vérité. Il n'y a pas de lien qui les unit, il n'y a pas de yesod, il n'y a pas de kécher. Il ne peut y avoir que des problèmes qui vont surgir du fait que deux personnes habitent un même monde, alors qu'il n'y a aucune utilité d'en avoir deux, puisque chacun pourrait posséder le monde entier. L'utilité qui en est deux sur un espace, il est que lorsqu'ils s'unissent, les deux ont beaucoup plus de force et d'utilité que s'il n'y en avait pas. Lorsqu'il y a un homme et une femme
qui s'unissent pour fonder un foyer, bien le foyer prend toute sa grandeur, toute sa puissance, et le couple a une force qui est infiniment plus grande que s'ils étaient tout seuls. Mais s'ils sont les deux seuls, alors ça a beaucoup moins de force et beaucoup plus de problèmes que s'il n'y en avait qu'un. Donc, en fait, c'est le départ des choses. Mais pour y arriver à ce lien, oui. Oui. Il y a quelqu'un qui pose une petite question. Il dit comme ça, Monsieur le rabbin, est-ce que c'est vrai que quand il y a un divorce, il y avait un rideau qui tremble est-ce que c'est vrai qu'il y a des pleurs, que le bon Dieu il pleure quand il y a un divorce? Oui, on dit que le misbéar, il pleure, on dit que... Oui, oui. Oui, parce que si Akadosh Baruch Hu, et il n'y a que lui qui l'a fait, les a poussés de manière à ce qu'ils se rencontrent et qu'ils soient sous la roupa ensemble, c'est parce qu'il espérait que de ce couple jaillirait la lumière. S'il y a un divorce, eh bien, c'est un échec de cet espoir que de ces deux âmes sorte quelque chose de magnifique qu'aucun autre couple au monde n'aurait pu créer. On est tous différents. Il n'y a pas deux êtres qui aient le même visage. Et Adam Arishon a été créé seul. Vous savez, les vaches ont été créées par milliers le jour de la création des animaux. Les abeilles par milliards le jour de la création des animaux. Et les chevaux, les chats, les chiens, tout, les poissons. L'homme a été créé seul. Et les sages nous disent, une des raisons pour laquelle il a été créé seul, il y a trois raisons, mais une des raisons qui nous intéresse, c'est que chaque être doit dire, le monde a été créé pour moi. Parce qu'il n'y en a pas un autre qui me ressemblera sur cette planète, parce qu'il n'y a que moi qui peux faire la volonté de Dieu dans les données avec lesquelles Dieu m'a créé, avec ma neshama, avec mon corps, avec mes capacités. Le résultat de ce travail-là, il n'y a que moi qui peux le faire. C'est vrai quand un individu est tout seul, et c'est encore plus vrai et encore plus magnifique lorsqu'il y a un couple. À tel point que les sages du Zohar diront que lorsqu'un homme ne s'est pas encore marié, eh bien, il est palgué goufa, il est une moitié de corps. Et le rabbi de Lubavitch expliquera, la moitié de corps, c'est invivable. Il n'y a pas d'espoir à un corps qui est coupé en deux. Et en fait, le couple, c'est la recréation de l'image de Dieu. Et il n'y a que ce couple-là qui peut arriver au résultat que Dieu avait voulu lorsqu'il les a créés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit que 40 jours avant la création, avant la conception de l'un, eh bien, il y a déjà Kadosh Baruch Hu qui pense à son conjoint. Parce que lorsqu'on va concevoir l'âme, il faut qu'il envoie une moitié d'âme pour qu'il y ait une autre moitié d'âme qui lui corresponde afin que les deux puissent créer quelque chose qui est unique au monde, et le monde n'a été créé que pour ce couple-là. Lorsqu'il y a un divorce, on comprend que ça fait pleurer la shrina. On comprend qu'il y a un échec de cet espoir-là. Je pense que ça répond à la question. Pour revenir à notre point essentiel. Oui, elle vous a remercié d'ailleurs. Elle vous a remercié pour la réponse. Pour revenir à notre
à notre point essentiel. On avait dit que c'était le noyau mais autour du noyau, dans une cellule, eh bien, il y a toute une panoplie de facteurs qui vont faire que la cellule existe. Alors, c'est vrai que le noyau, c'est le kécher, c'est le yesod, c'est le lien, c'est vouloir être en lien, vouloir comprendre l'autre, rentrer à l'intérieur de l'autre, le saisir ses besoins. Mais il y a, d'abord, pour y arriver, pour y parvenir, il y a un besoin très souvent. Si on y arrive facilement, il n'y a aucun problème. Mais si c'est difficile, et très souvent c'est difficile, il y a un besoin de faire ce même travail avec nous, d'être en lien avec nous-mêmes, avec nos propres données de notre personnalité, qui nous sommes, être en lien avec nous, vouloir comprendre comment ça marche chez moi. Alors là, à ce moment-là, je pourrais être en lien avec l'autre. Donc, si c'est facile d'être en lien avec l'autre, eh bien, soyons en lien direct. Ça voudrait dire qu'on a fait déjà ce travail d'une manière de soi-même sans que ça nous ait paru être un travail. On se comprend. Mais si on n'y arrive pas à être en lien avec l'autre, c'est qu'on doit faire le travail en nous, d'être en lien avec nous d'abord, de nous comprendre, de savoir quels sont nos besoins et ensuite pouvoir être en lien avec l'autre. Alors, on a dit qu'autour de ce noyau, il y avait toute une panoplie de choses qui sont de facteurs qui sont extrêmement importants pour qu'il y ait un foyer solide. Il faut bien comprendre une chose. Quand on est en lien avec l'autre ou avec soi-même, c'est on comprend ses besoins. Et ces besoins, il faut vraiment les différencier de la stratégie qu'on emploie pour assouvir le besoin. Je m'explique. Et j'ai un besoin de liberté, de sécurité. Eh bien, je peux avoir comme stratégie de cette liberté, de cette sécurité, de dépenser beaucoup d'argent. Ça me donne un sentiment de liberté et de sécurité. J'ai de l'argent, je m'achète ce dont j'ai besoin. Et plus je m'achète de choses, plus je me sens libre. C'est une stratégie d'acheter, de dépenser. Le même besoin de sécurité et de liberté peut amener un individu à absolument avoir une stratégie absolument contraire, de vouloir au contraire économiser au maximum pour pouvoir se permettre d'être en sécurité au cas où il arrive quelque chose et plus tard d'avoir assez d'argent pour se sentir libre de faire ce qu'on avait envie de faire. Et souvent dans les couples, on trouve une dispute entre un homme ou une femme économe et l'autre dépensier. Et si on ne comprend pas quel est le besoin, eh bien, très facilement, on se dit, il a besoin de dépenser ou elle a besoin de dépenser, il est avare ou elle est avare. Eh bien, en fait, c'est que les deux ont exactement le même besoin de sécurité et de liberté, mais la stratégie pour y arriver est différente. Alors, lorsque on est en lien et qu'on comprend et qu'on saisit et qu'on sait et qu'on ressent ce sentiment, ces sentiments qui viennent d'un manque de liberté et de sécurité, eh bien, on peut répondre à l'autre que nous avons exactement les mêmes besoins, mais nous avons une autre stratégie. Et lorsque les deux expliquent leurs besoins et présentent leur stratégie,
il est très facile d'arriver à un arrangement. Le problème, il est qu'on n'arrive jamais à trouver un consensus, un arrangement, si on est sûr que l'autre est avare et que l'autre est dépensier, comme les fameuses blagues qu'on trouve sur les femmes dépensières, on dit au féminin la carte bleue et on dit au masculin le découvert. Alors bon, c'est toutes sortes de plaisanteries, mais qui sont en fait le reflet d'un même besoin de sécurité et de liberté. On peut avoir d'autres besoins, on peut avoir de toutes sortes de besoins, mais il faut absolument différencier de la stratégie qui est du chemin qu'on a pris pour assouvir ce besoin. Si j'arrive à faire cette différenciation en moi et en l'autre, eh bien, je peux dire que 50% des problèmes sont résolus déjà. Parce que j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement que de fermer la fenêtre lorsqu'il fait froid, parce que j'ai un besoin de survie et je suis frileux, et l'autre qui a un besoin de survie aussi et qui est qui a une tension artérielle plus importante et donc qui a toujours chaud, elle ne peut pas ou il ne peut pas comprendre qu'on puisse faire autrement pour assouvir ce besoin que d'ouvrir la fenêtre. Alors évidemment, il y en a un qui veut la fermer, un qui veut l'ouvrir. Il n'y a pas d'entente possible. Et si on est en confinement, eh bien, ça sera la guerre. Je ne peux pas te supporter, je ne peux pas, et je ne suis pas fait pour toi. On s'est trompé, on s'est marié, on s'est trompé. On ne s'est pas trompé, on a le même besoin, mais la stratégie est différente. Lorsqu'on comprend que la stratégie est différente, alors on peut aller trouver un moyen de se réchauffer avec une fenêtre ouverte. On peut mettre un radiateur à côté de nous, on peut se couvrir, on peut se rafraîchir avec une fenêtre fermée aussi. Même si on n'y arrivait pas vraiment à se réchauffer avec la fenêtre ouverte ou à se refroidir avec la fenêtre fermée, même si on n'y arrivait pas. Lorsqu'on a compris le besoin de l'autre, lorsqu'on est en lien, lorsqu'on est en kécher, lorsqu'on fait fonctionner ce noyau qui est le lien, le yesod, eh bien déjà on a moins chaud et l'autre a moins froid, que la fenêtre soit ouverte ou qu'elle soit fermée. C'est en gros le plan. On doit rajouter à ce plan que lorsque on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre quel est notre besoin, il est bon de ne pas renoncer, de ne pas, ce qu'on appelle en hébreu, levater, de ne pas enfouir en nous un malaise, une colère, parce qu'on veut être bon et ne pas faire d'histoire. Parce que cette colère et cette tension qui est en nous, un jour, elle explosera. Et à ce moment-là, ça sera vraiment catastrophique. Et l'autre ne comprendra pas pourquoi d'un coup ça explose alors que jusqu'à présent, ça n'a jamais explosé. Lorsque un besoin essentiel n'est pas nourri, il faut l'exprimer. Il faut le dire avec assertivité à l'autre. C'est-à-dire,
Assertivité, c'est sans renoncer à quoi que ce soit, avec fermeté, mais en même temps, c'est ça la définition de l'assertivité, mais en même temps avec un immense kavod, un immense respect du besoin de l'autre ou de l'opinion ou du statut de l'autre. Exprimer, on a compris ce qui fait problème chez l'autre, on a compris et on adhère absolument à ce besoin de l'autre, mais en même temps, nous, on a aussi un besoin qu'on exprime et on demande que l'autre accède à notre demande qui va être une nourriture à notre besoin qui est cryonique, qui est essentiel chez nous. Alors, c'est comme ça que ça marche. Je vais demander, je vais exprimer mon lien avec l'autre, je vais lui dire, je sais que tu as un besoin de liberté et de sécurité. Je comprends, j'y adhère et tu as dans ta conception tout à fait raison de vouloir dépenser l'argent du foyer parce que c'est vital chez toi et c'est tout à fait normal parce que chez moi aussi ça l'est. De me sentir libre et de me sentir sécurisé. Mais moi, j'ai ce besoin aussi. Il est très fort ancré chez moi. Et il crie ce besoin parce qu'il ne reçoit pas, il est inquiet, il ne reçoit pas sa nourriture, il ne reçoit pas son énergie. Et moi, je la reçois, cette énergie, je la reçois, cette nourriture à ce besoin, lorsque justement j'économise. Est-ce que ça te dérangerait de ne pas acheter cette chose-là maintenant? Voilà. Dit de cette manière-là, hein, l'autre comprend qu'il voudrait lui acheter. Il voudrait qu'elle dépense cette chose-là parce que ça répond à un besoin essentiel chez elle. Mais la stratégie le dérange. En général, 80% déjà du problème est résolu. Après, il reste 20%. Comment est-ce que oui, dépenser, est-ce que non, dépenser? Mais une fois qu'on s'est compris, on n'a pas vraiment besoin de se disputer. On se dispute parce qu'on croit qu'on n'est pas, parce qu'on ne s'est pas compris sur l'essentiel. Et on ne s'est pas compris sur l'essentiel parce qu'on n'a pas voulu être en lien avec l'autre. On a voulu être en lien avec personne, ni avec soi-même, ni avec l'autre. Et sans ce lien, sans ce kécher, eh bien, on est deux sur la même planète, à se partager la même planète. Donc, il faut qu'on soit en guerre parce qu'on est trop. On est trop parce que le but, c'était d'être unis, de faire une seule structure, c'est d'être unis comme Akadosh Baruch Hu veut être uni avec la Knesset Israël, ne faire qu'un avec la Knesset Israël. Et comme le Zohar dira au sujet de la Knesset Israël, exactement au même niveau, on peut le dire au niveau du couple, parce que être à l'image de Dieu, c'est être en couple, eh bien, le Zohar dit que Akadosh Baruch Hu, c'est un très haut niveau, la Knesset Israël est un très haut niveau, mais il y a un niveau qui dépasse Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël, c'est Kudsha Baruch Hu ou Knesset Israël Kulachad. C'est l'union entre la Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est vrai que l'homme a un certain rôle, un certain niveau, que la femme a un rôle à un certain niveau, mais qu'ensemble, lorsqu'ils forment une famille, lorsqu'ils forment une maison juive, eh bien, ils ont un niveau qui est bien supérieur à la somme des deux niveaux. Il y a beaucoup d'autres détails dans cette façon de concevoir le couple. En respectant l'autre, en voulant être en lien, en désirant le comprendre, rentrer à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de son cœur, on pourrait résumer les choses de cette façon-là. Lorsque il y a une tension en confinement, à plus forte raison en confinement, mais même si ce n'est pas en confinement,
lorsqu'il y a une tension, mais je dis donc en plus forte raison parce que le confinement crée cette tension, parce que maintenant on est dans un tout petit espace réduit, on est deux, alors que un seul, on serait trop à l'étroit. Mais lorsqu'on est deux unis, alors à ce moment-là, on est comme dans le temple de Jérusalem, où lorsqu'on était mishtachavim, on se prosternait, bien on avait de la place, alors que il y avait tellement de monde que lorsqu'on se tenait debout, on était complètement écrasé. Eh bien, en se prosternant devant Dieu, on avait tout d'un coup de la place. En confinement, c'est pareil. Si on est chacun pour soi, chacun veut montrer et se prouver à lui-même et à l'autre et au mur qu'il a raison, et que l'autre ne comprend pas qu'il est bête, qu'il est impossible à vivre et que ce n'est pas notre destin, ce n'est pas notre mazal, etc., etc., eh bien, on sera à l'étroit. Mais lorsque on se comprend, on est unis, alors à ce moment-là, même si on est mishtachavi, même si on se prosterne, c'est-à-dire on devrait prendre plus de place, eh bien, on voit que d'un coup, on a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison. Si on arrive à ce lien-là, il y aura de la place dans la maison. Alors, il y a d'autres paramètres qu'il faut rajouter à ça. On a brossé un portrait très, très, très vague. D'abord, chaque couple est différent, donc comme on a dit, il faut l'adapter. Pour l'adapter, c'est un sport, c'est un art. Ça ne peut pas être comme ça en 2 minutes expliqué. D'abord, il faut comprendre quels sont les ressorts et les aboutissants de chaque âme présente dans le couple. Et pour ça, il faut consulter. Pour ça, il faut être avec quelqu'un, un accompagnateur qui est compétent. Et lorsqu'il y a des problèmes, même lorsqu'il n'y en a pas, mais qu'on veut faire quelque chose d'encore plus formidable. Alors, s'il y a des questions, sinon je continue sur ces autres paramètres qu'il faut rajouter. Apparemment, il n'y a pas de questions. S'il y en a, je vous les donnerai, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. En tout cas, je rappelle, pour ceux qui sont là, qui sont sur Facebook et qui nous écoutent, le Rav Yitzhak Raviv est responsable de Or Habayit à Yerushalayim. S'il y en a qui ont des problèmes de couple, alors vous pourrez le contacter. Éventuellement, si vous me permettez, ceux qui ont besoin me contacteront sur Facebook. Je leur donnerai votre numéro de téléphone, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Oui, on peut le donner maintenant si vous voulez. Alors donnez-le. Oui, alors mon numéro c'est 054 4 833 764. Donc 054 4 833 764. Alors maintenant avec Zoom, on travaille aussi à l'étranger. Alors à l'étranger, il faut faire plus 972 et puis 54 4 833 764. Alors ça, c'est pour l'étranger. C'est vrai que grâce à la technologie, on travaille aussi en Italie, en Amérique, on travaille aussi en France, on travaille un peu partout dans le monde, en Australie aussi. Alors, on peut, grâce à la technologie, renforcer le shalom dans le peuple juif et dans le couple et dans la famille. Ce qu'on dit au niveau du couple, c'est vrai aussi avec les enfants. C'est vrai aussi dans la famille en général. Lorsque je m'adresse à un enfant, eh bien, si je veux être compris, si je veux que le message passe, il faut que je respecte qui est l'enfant, quels sont ses besoins, quelles sont ses aspirations, quels sont ses rêves, quelles sont les données de sa personnalité de la même manière que lorsque je suis en couple. Différemment, certes, mais sur le plan de la structure de la communication, c'est la même structure. Alors,
dans la manière d'utiliser ces structures, bien sûr, c'est différent. On ne parle pas de la même manière à une épouse ou à un mari que l'on parle avec un enfant. Mais parce qu'on n'est pas devant la même personnalité. Mais la structure de la communication est la même, c'est-à-dire le lien, le kesher, le yesod, et d'ailleurs, dans le Sefer, dans tous les livres qui parleront dans le Pnimiut Torah, de Chassidut, Kabbalah, de l'enseignement, on verra que ça ne peut pas passer s'il n'y a pas cette sira, cette attitude du kesher, du yesod, du lien. Si le maître, le rav, n'arrive pas à comprendre, descendre au niveau de l'élève, comprendre ses besoins, avoir un lien d'âme avec l'élève, de le sentir cet élève, eh bien, il aura beau exprimer toutes les théories les plus fantastiques, les plus merveilleuses du monde, le courant ne passera pas et l'élève n'apprendra pas. Donc, la clé de la pédagogie, la clé du chinour, c'est le yesod, c'est ce lien. Comprendre quels sont les rêves de l'autre, quels sont les besoins de l'autre, quels sont les contours de son âme, ses aspirations, ses peurs, ses craintes, ses folies, ses fantasmes, comprendre qui est l'autre, vouloir être dans l'autre, vouloir s'unir avec l'autre, accepter avec la plus grande chemla, la plus grande compassion, l'être de l'autre. C'est la clé d'une véritable communication. Après, c'est qu'une histoire de stratégie, et comme on a dit, une stratégie, ce n'est que 20% du problème, et on peut le résoudre lorsqu'on sait qu'on a été compris. C'est vrai aussi avec les enfants. Alors, bien sûr, la façon de descendre vers un enfant, ce n'est pas la même manière que celle d'être avec un adulte, mais le mouvement est le même, le vecteur est le même. Il y a un adage en psychologie, dire, enseigner, ce n'est pas dire, et étudier, ce n'est pas entendre. C'est beaucoup plus que dire, enseigner. C'est quelque chose qui provient de l'intérieur de l'âme lorsqu'elle se lie avec l'intérieur de l'âme du Mekabel, de celui qui reçoit l'enseignement. Et apprendre, eh bien aussi, ça commence par se lier avec l'âme de celui qui enseigne. Sinon, il n'y a pas de véritable enseignement. Alors en fait, si on voulait résumer cette chose-là d'une manière globale, je dirais comme ça en confinement, lorsqu'il y a un problème, eh bien, ouvrez votre cœur là où vous aviez l'habitude avant d'être soit sur la défensive, soit d'attaquer, soit de fuir, soit de rester paralysé, sans passif, et de laisser le problème s'installer, grandir et nous détruire. Au lieu de ces attitudes qu'on avait jusqu'à présent, parce qu'il faut le dire, s'il y a des problèmes, c'est qu'on n'a pas ouvert notre cœur là où on avait l'habitude d'être sur la défensive. Là où on avait l'habitude d'attaquer, là où on avait l'habitude de juger, là où on avait l'habitude d'interpréter, là où on avait l'habitude d'accuser. Si on ouvrait notre cœur, là où on a envie, lorsqu'on a un problème, dans le couple, dans la famille, lorsqu'on a envie d'accuser, d'interpréter de manière à ce que l'autre nous paraisse affreux ou affreuse. Lorsqu'on avait l'habitude de juger, d'apporter un jugement, lorsqu'on avait l'habitude d'être sur la défensive, d'attaquer, de fuir, de laisser passer les choses, eh bien, si on ouvrait notre cœur pour comprendre qui est l'autre,
et qu'on comprenait que très souvent, lorsque l'attitude de l'autre est exécrable, imbuvable, insupportable, ce que nous appelons dans le jargon des gens qui ont l'habitude d'avoir des problèmes anormal. Ce n'est pas normal qu'il agisse, ce n'est pas normal qu'elle agisse. Au lieu de cela, on ouvrait notre cœur pour comprendre qu'en fait, cette attitude exécrable, cette attitude, ces gestes monstrueux de l'autre, cette façon de parler ignoble, c'était en vérité un cri d'appel au secours d'une âme blessée qui criait à l'aide d'une manière extrêmement maladroite. Si on arrivait à comprendre cette chose-là et être en lien avec ce cri, avec cette âme blessée, avec ce cri, cet appel au secours tellement maladroit, tellement terriblement maladroit, eh bien déjà, plus de la moitié du problème serait réglé. Après le reste, eh bien, on pourra en parler peut-être d'autres fois. Ça fait déjà, je pense, plus qu'une heure qu'on est ensemble, oui. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours en parler, mais sinon, eh bien... Je vois qu'il n'y a pas eu de questions, mais en tout cas, il y en a certainement qui ont des questions des fois personnelles. Alors, vous avez eu le numéro de Vous avez le numéro, ou on peut appeler le Rav Laloum aussi. Il vous donnera mon numéro si vous ne l'avez pas, mais maintenant, voilà. Je vous dis mon numéro, et régler les problèmes. Et c'est extrêmement important de savoir que même si les vaches courent dans tous les sens, eh bien il vaut mieux prendre du temps de faire une barrière à un enclos que de passer toute sa journée en train de courir à les ramasser parce qu'on n'a pas le temps de faire la barrière ou de ne pas avoir le temps de faire la barrière parce qu'on doit courir après elle. Merci beaucoup. De bonnes nouvelles et espérons que ça va aider, que si Dieu veut qu'il n'y ait plus de divorce dans Israël et qu'on ait le Mashiach qui se dévoile immédiatement. Et le Mashiach qui se dévoile, c'est ça finalement. C'est ça finalement. C'est lorsqu'on comprendra que la galoute, c'était un terrible quiproquo, qu'on s'est trompé complètement et qu'au lieu d'ouvrir notre cœur à ce que Akadosh Baruch Hu nous envoyait, nous disait, eh bien, on a eu peur de certaines données qui nous étaient absolument étrangères et on a vécu selon ces données au lieu de comprendre et d'être en lien avec cette Torah magnifique, avec ce message magnifique. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Le Mashiach, c'est le prototype même, la suprématie du tzaddik en lui-même. Et le tzaddik, l'Admor Hazaken nous dit finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est le yesod. C'est le lien qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu. Le rabbi, c'est celui qui, dans notre génération, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il était le yesod olam, et c'est pour ça qu'on peut dire que qu'il a l'âme du Mashiach, parce qu'il est celui qui fait le lien entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Sans ce lien-là, eh bien, chacun va de son côté, et même si on respecte toute la Torah, on sera toujours en galoute. La galoute, la Géoula, c'est lorsque Amalek sera détruit, lorsqu'on a compris que la Torah est vraie. Et la Torah est vraie lorsqu'on est en lien avec elle et qu'il n'y a rien qui peut nous séparer, qui peut être une mechitza entre les deux parties du couple, Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Que très, très prochainement, le rabbi nous a dit et redit, après nous avoir préparé à la Géoula, nous dire qu'il fallait se préparer à la Géoula, qu'il fallait étudier les sujets de la Géoula, que le rabbi a dit finalement que tout était terminé. Tout était terminé, tout le travail. Il ne reste plus rien à faire. Ça ne dépend plus que du Mashiach lui-même. Et la seule chose qui nous reste à faire, eh bien, c'est de nous préparer à sa venue. De nous préparer à la venue de ce roi, de la famille de David,
qui viendra nous sauver très, très prochainement. Et ça, se préparer à ça, il n'y a pas mieux que de faire la paix dans la famille, que de vivre la Géoula à l'intérieur de la cellule familiale. Si Dieu veut, Alors, très, très prochainement, on va avoir le Mashiach. Amen ve'amen. Yehi Adonenu, Moreinu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed, c'est le cri d'une âme qui est liée avec Akadosh Baruch Hu sans aucune mechitza, d'un véritable lien, d'un véritable kesher avec la vérité. Que ce soit des bonnes nouvelles. Et très rapidement. Amen. Espérons qu'ils n'ont même pas besoin ils n'ont même pas le temps de vous appeler que Mashiach vienne, que ça y est, il y en a marre de cette galoute. Amen, amen. Amen. Des bonnes nouvelles en tout cas, et merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Rav Raviv. Amen. Des bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles.